Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série Focus Métier, dans lequel nous allons découvrir le métier de consultant en agence de communication digitale. Et pour ce faire, je suis allé à la rencontre de Jérôme Poincheval, qui est directeur associé de l'agence Papercube, qui est basée à Montreuil, dans le 93, et qui exerce en tant que consultant. J'en profite pour le remercier à nouveau d'avoir bien voulu se prêter au jeu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Comme d'hab, on se retrouve vite fait en fin de vidéo. Monsieur Poincheval, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur Mediacom TV et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur associé de Papercube et vous exercez notamment en tant que consultant. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer à nos internautes en quoi cela consiste-t-il ? Donc le conseil en communication digitale tel que je l'exerce aujourd'hui, ça revêt énormément de métiers, à la fois évidemment que dire, comment le dire, et par quels moyens, puisque ça nécessite de recourir à énormément de talents, que ce soit des talents éditoriaux, des talents de graphistes, des talents de vidéastes, de développeurs, d'informaticiens évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu déjà aider nos clients à formaliser leurs besoins et à essayer de trouver une solution qui soit adaptée à leurs objectifs. Voilà. D'accord. La meilleure manière de répondre à ces besoins, en somme. Vous n'êtes pas devenu consultant du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu consultant? Est-ce qu'il y a une voie particulière pour celles et ceux qui souhaitent s'orienter dans cette voie? Est-ce qu'il y a un parcours à suivre, des écoles? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de formation au consulting à proprement parler, parce que ça serait un peu ambitieux que de proposer ce genre de formation. Il y a des formations en communication digitale qui couvrent différents aspects, à la fois des aspects purement techniques, et de la gestion de projet, de la conduite de projet, de la réflexion et de la création numérique, c'est-à-dire que il y a toute la phase de conception qui est très importante dans des projets numériques. Ceci étant, encore une fois, on voit pour ce qui est des consultants, encore une grande part d'intervenants qui ont des profils universitaires, grandes écoles, beaucoup sortent de Sciences Po, beaucoup sortent d'HEC, autres formations de prestige comme ça, qui encore une fois sont plutôt des formations à penser que des formations spécialisées. Très bien. Sur votre site Papercube, j'ai pu noter que votre agence allait travailler pour de nombreux grands comptes tels que AXA, Disney, Peugeot Citroën, la Banque Populaire, etc. Est-ce que vous travaillez uniquement pour de grosses entreprises ou vos clients sont-ils diversifiés? Travaillez-vous pour des associations, pour des PME? Un peu une réponse de Normand, mais oui, globalement, Papercube, ça reste quand même à des grandes entreprises. On ne peut pas servir des toutes petites structures locales. Voilà. Il n'empêche qu'on accompagne, notamment dans le secteur associatif, des beaucoup plus petites structures, comme Aviation Sans Frontières, qui sont des petites structures on apprécie en plus pouvoir travailler sur ces sujets-là, même s'il est évident que les enveloppes budgétaires sont moins confortables et que c'est plus difficile de travailler pour nous dans cette configuration. Donc suite à un appel d'offres, l'agence Papercube est choisie. De cet instant à la livraison du produit fini, quelles sont les grandes étapes auxquelles s'attelle un consultant? Les grandes étapes, c'est... Alors, on va prendre, on va dire, l'exemple type de réalisation pour lesquelles on est sollicité, qui sont des réalisations de sites internet ou de sites intranet. Après, on peut travailler sur des campagnes digitales, des choses comme ça qui sont différentes, mais on va prendre le cas quand même le plus fréquent, qui est la réalisation d'un site internet.
La première étape à laquelle on va s'atteler, c'est de faire, dans notre jargon, ce qu'on appelle de finaliser un cahier des charges ou ce qu'on appelle encore un référentiel des exigences, c'est-à-dire d'élaborer un document qui recense les attendus éditoriaux et fonctionnels du site. On ne parle pas de l'aspect technique, ça viendra dans un second temps, mais vraiment de savoir qu'est-ce qu'on doit trouver sur ce site, quelles sont les fonctionnalités qui sont offertes aux utilisateurs, à qui ils s'adressent. Somme toute, là, vraiment une définition de pourquoi je fais ça et comment je vais le faire et qu'est-ce qu'on va y trouver dessus et quelle allure, en tout cas, quelle posture je veux mettre en place pour pouvoir s'adresser au public que je vise. Donc ça, c'est vraiment le travail le plus important en termes de consulting. S'ensuit après accord avec le client, évidemment, qui exprime ses besoins et éventuellement ses arbitrages, fait part des arbitrages qu'il souhaite faire sur ce document. S'ensuit une phase de conception, à proprement parler. La conception, en fait, c'est un travail à la fois sur l'arborescence et sur un storyboard détaillé des différents écrans qui vont être conçus en fonction de scénarios élaborés pour décrire un parcours utilisateur. C'est-à-dire à la facilité avec laquelle l'utilisateur va faire face à cette interface qu'il ne connaît pas et qu'il doit découvrir en toute simplicité d'usage. Après, on passe dans une phase où vont intervenir les équipes de design, de création graphique, pour mettre en couleur ces écrans, et en parallèle, tout le travail de spécification technique qui repose sur les épaules des équipes de développement. Donc avec un architecte d'information qui va déterminer les spécifications et une équipe de développement qui va les mettre en œuvre. Voilà, donc le consultant peut continuer à intervenir sur ces phases-là, mais il est moins utile que dans la phase amont que je viens de décrire précédemment. Et puis, s'ensuit la livraison du site. Il peut accompagner éventuellement le client dans ces phases-là pour des ajustements par rapport à sa première lecture, par rapport au premier document qu'il a livré, mais normalement ces éléments sont remis, sont finalisés, il n'a plus à intervenir. Une fois la livraison du site réalisée, alors là il peut reprendre son rôle dans l'aspect animation. Alors animation éditoriale, commerciale, tout dépend un peu de l'ampleur du site. Voilà, donc dans un second temps, il va à nouveau retrouver son rôle auprès du client pour assurer des améliorations sur le dispositif qui a été mis en place. Parce que là, je parle de site internet, mais souvent on parle de dispositif, c'est-à-dire de site internet plus les éléments satellites qui sont autour de ce site internet. D'accord, donc c'est vraiment de l'accompagnement ici, c'est toute une phase d'accompagnement tout au long du projet en fait. Souvent, lorsqu'on travaille pour de grandes entreprises, ces dernières ont un niveau d'exigence très important. Derrière la mise en place d'un intranet ou d'un réseau social d'entreprise se dissimulent de forts enjeux économiques, politiques, sociétals et j'en passe. Cette réalité, une fois admise, est-il chose facile de faire valoir son expertise en tant que consultant? Est-ce qu'on conserve une certaine liberté, une certaine force de proposition ou se contente-t-on uniquement à de l'opérationnel? Alors, moi je ne suis pas tellement de ceux qui freinent mon niveau de conseil sous prétexte de contraintes, on va dire, politiques, etc. Mais de les comprendre, en fait. Hein. C'est pas les freiner, c'est vraiment les comprendre et essayer de voir ce qu'il en est et de conseiller au mieux, d'en parler plutôt très franchement, ouvertement, en montrant clairement que on est bien conscient de l'environnement dans lequel on se trouve, et que à partir de là, si ça peut occasionner des frictions ou venir contrarier le dispositif qu'on aurait, si on avait été entre guillemets libre, proposé initialement, eh bien, il faut en parler, il faut le dire et le mettre dans la balance et expliquer pourquoi on fait éventuellement différemment, mais les risques que ça suppose.
Et ça, c'est vrai d'autant plus que, en tout cas, si on revient juste au plan politique, notamment pour tout ce qui est dispositif de communication interne, qu'aujourd'hui, la transparence est quand même de mise. Et que prendre le risque de dissimuler les choses, globalement, c'est plus tellement d'actualité dans nos métiers comme ailleurs, à mon avis. Mais bon, après, on fait comme on peut, on fait comme il faut en tout cas. Donc le consultant a aussi un rôle de médiateur. Bien sûr. Prenons un cas concret. Vous avez lancé il y a quelques mois pour le groupe Covea, je le rappelle pour les internautes, le groupe Covea est le groupe d'assurance mutualiste qui regroupe les marques MMA, NAF et GMF. Vous avez lancé son réseau social d'entreprise, vous avez accompagné sa mise en place et maintenant le réseau Chorus, c'est son nom, il fédère 26 000 collaborateurs. Est-ce que l'on reçoit une certaine satisfaction, une certaine fierté lorsque l'on voit que notre rôle en tant que consultant a contribué à la réussite d'un outil comme Chorus et a fédéré près de 26 000 collaborateurs? Alors, fierté, mais de l'humilité quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. D'abord, on a accompagné en partie le lancement de ce projet, avant tout auprès des collaborateurs MMA, puisqu'en fait on a articulé la campagne de communication pour annoncer le lancement auprès des seuls collaborateurs MMA. C'est évidemment très satisfaisant de pouvoir travailler sur un projet comme celui-là, très enthousiasmant, mais évidemment on n'en est pas les seuls contributeurs, bien au contraire. Aurélie, une collègue avec qui vous avez travaillé pour la mise en place de Chorus, m'a confié que vous aviez complètement revu votre proposition quelques jours seulement avant la présentation de votre plan d'accompagnement. Est-ce que savoir se remettre en cause, c'est important dans votre métier? Ouais, je crois que là aussi, on n'est pas les seuls. Dans ce cas-là, oui, c'est essentiel même dans notre métier. Oui, effectivement, 4 jours avant le rendu, cette compétition qui était pourtant très ambitieuse pour nous, on a dit on jette tout, on recommence et on a tout remis en 3 jours et un peu de nuit. Voilà. Donc c'était un risque, mais un risque qui a finalement payé. C'est un risque qui a finalement payé. Les risques, de toute façon, ça paye toujours. Et puis au pire, on fait une erreur, on se plante et en général, on apprend beaucoup de ces erreurs, comme on le dit souvent. Le monde des agences se rebute souvent par le fait qu'y travailler, c'est être amené à ne pas compter ses heures, à être constamment sous pression, à finir ses journées sur les rotules. Est-ce que travailler dans une agence est-il aussi cruel qu'on le dit? Moi, je ne crois pas nécessairement. En fait, en tout cas, à l'agence, on essaie de ne pas être du tout dans ce rythme-là. Nos collaborateurs, au contraire, on espère leur offrir un cadre de travail qui est assez serein, où on est exigeant, où on va essayer de faire de notre mieux, mais par contre dans des heures complètement décentes. Et donc, je peux affirmer a priori qu'à 19h, chez nous, il n'y a plus personne. Et comme on dit, les agences... les gens en agence se lèvent tard et en gros, nous, nos horaires, c'est 10h, 19h et on s'y tient à peu près. Donc ça va. Non, c'est pas, je crois pas que ce soit très, très, très dur de travailler en agence, en tout cas pas chez nous. Je devrais pas le dire parce que sinon on va se dire qu'on fait rien. C'est pas vrai, on fait beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'engagement et c'est surtout que grâce à ça, le jour où on a besoin réellement de faire ce qu'on appelle dans notre jargon et comme dans beaucoup une charrette, et ben on le fait, mais c'est très rare, le plus rare possible. Vraiment, c'est pas du tout comme ça qu'on pense qu'on obtient le meilleur des gens. Donc, et nous non plus, l'équipe dirigeante, on a besoin aussi de vivre, et de se ressourcer absolument. Nous l'avons dit un peu plus tôt, de plus en plus d'entreprises sont et vont être en demande d'accompagnement pour négocier le tournant du digital. Doit-on en déduire que le secteur des agences en communication digitale va être amené à embaucher dans les prochaines années? Oui, globalement, le secteur du digital va embaucher, ça c'est incontestable. Est-ce que c'est des agences? Je ne sais pas. C'est moins sûr. C'est moins sûr.
c'est une question qui revient souvent mais qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il y a une fourchette concernant les prétentions salariales lorsque l'on occupe ce poste qui est le vôtre? Je pense qu'un consultant en agence salariée va rentrer dans des fourchettes. Alors je vais faire des fourchettes assez larges, mais qui vont osciller entre 50 et 100, 120 K euros bruts annuels. Évidemment, tout ça dépendant de la typologie d'agence, la typologie de client, l'expérience, voilà. Il y a quand même énormément de facteurs, etc. Mais si vous prenez des très grosses structures de conseil digital, oui, on va approcher plutôt les 100 K euros de brut de salaire. Et si vous prenez des petites structures et avec des profils un peu plus juniors dans le consulting, ça sera plutôt on va commencer à la moitié. Ouais, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout, absolument. Quelles sont les qualités requises lorsque l'on occupe le poste de consultant dans une agence de communication digitale? Si vous deviez donner comme ça quelques mots, des qualités tant professionnelles que humaines. Quelques mots qui vous viennent comme ça. Je peux faire un peu de pub avec Perkio. L'agilité, nous on parle d'agilité digitale, voilà, de l'agilité parce que c'est être capable de se remettre en cause sans cesse, de passer d'un sujet de communication managériale à de la communication publique, de passer de problématiques de recrutement à des problématiques de collecte, des problématiques de... Donc voilà, c'est beaucoup d'agilité et de curiosité, voilà, essentiellement pour moi. Si vous deviez donner un ou deux petits tuyaux aux abonnés de Mediacom TV qui à l'avenir souhaiteraient s'orienter dans votre voie, quels seraient ces un ou deux petits tuyaux? Soyez curieux et attentifs à toutes les opportunités que vous aurez devant vous. Et quand vous en avez une, attendez pas qu'elle file et qu'un autre s'en saisisse. Moi, ça a été un petit peu ça mon parcours. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait de formation au consulting. Il y a des rencontres. Ces rencontres, c'est autant de perches à saisir ou pas, et c'est vraiment votre dextérité et votre habileté à sentir que c'est le moment et que de temps en temps il faut lâcher un pont pour atterrir sur un autre qui va engager ou pas la voie sur laquelle vous allez. Donc voilà, soyez attentifs, vigilants et surtout perdez pas de temps. Saisir les opportunités. Ouais. Une question hors sujet, c'est une tradition à chaque fin de focus métier sur Mediacom TV. Et la question que j'ai choisie pour vous, Monsieur Poincheval, elle est simple, Facebook ou Twitter? Alors moi je suis plus Facebook, je suis déjà vieux, moi c'est pour ça. Ouais, vous avez une raison particulière? Plutôt Facebook. Ouais, je suis pas assez... Enfin... je suis plus de la réflexion que de la spontanéité, voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est bien résumé. Je vous remercie, Monsieur Poincheval, pour cet entretien qui, je suis sûr, intéressera les internautes et les abonnés de Mediacom TV. Je vous souhaite une très bonne continuation à Papercube et à vous-même. Et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo, mais surtout communiquer. C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss! Le nom parle de lui-même. Souvent utilisé par les hommes politiques, cette poignée de main veut inspirer la confiance, créer une intimité immédiate avec une personne que l'on ne connaît pas ou peu. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu vous serre la main de la sorte, méfiez-vous.